Bien, bah, écoutez, je vais donc commencer. Je vous remercie d'être là en nombre et d'être là pour la deuxième semaine, après donc une première intervention qui était sur l'éducation nouvelle, son histoire du point de vue assez général, et aujourd'hui donc de voir une étude de cas qui est donc à travers Ovide de Crollier, donc la pédagogie de Crollier, de voir les spécificités, les aléas aussi d'une pédagogie et de son histoire à la fin du 19e. Alors, il est toujours délicat, évidemment, pour un chercheur d'analyser une pédagogie qui existe encore, qui est toujours existante, vive, riche, mutante, et qui ne me laisse pas insensible, tout le monde le sait. Donc, il est évident ici que c'est un premier point qui est assez important parce que c'est toujours ce qu'on appellera une question sensible quand on s'intéresse justement à une telle question. Ensuite, l'idée, évidemment, l'objectif de ce deuxième conférence, c'est d'illustrer le premier travail qui a été fait sur l'éducation nouvelle et d'essayer de comprendre les caractéristiques ici précises d'une pédagogie à travers des réflexions de son fondateur, à travers aussi des pratiques particulières qu'il va mettre en place. Le second objectif aussi, c'est de se servir de l'histoire pour mieux comprendre le présent. Le travail pratique actuel n'est pas le mien, mais le travail ici est en vérité d'essayer d'observer par la perspective historique des éléments et certaines fois des invariants ici pour une pédagogie. Alors, pour commencer, puisque vous voyez que je vais me cibler d'abord sur De Crolli, je vais m'intéresser aussi à la représentation qu'on peut en avoir. Et j'ai pris un premier, en introduction en tout cas, une revue, qui est une revue militante française d'éducation nouvelle, de 1972. Et dedans, justement, un numéro particulier était fait sur l'actualité de Crolli dans les années, évidemment, 70. Et à côté, vous avez un petit texte introductif relativement clair et qui nous montre aussi déjà l'image que l'on a alors que De Crolli est décédé en 1932, donc on est 40 ans quand même après son décès, de son actualité aussi, de la permanence aussi d'une certaine réalité aussi du mouvement de Crollien. Dedans, quand vous lisez, vous voyez, dans les grands pionniers, nous verrons donc, c'est évidemment comme ça qu'il est toujours défini, il est celui dont le message reste le plus actuel. Ça, c'est une affirmation et on aura un petit peu à voir si c'est une réalité. Mais la mise en œuvre de ce message suppose l'autonomie des établissements, l'éclatement des disciplines et donne la coopération des enseignants autour des centres d'intérêt qui constituent une redistribution complète des sacro-saints programmes à l'intérieur de structures plus souples, l'abolition de la transformation des examens, question dont l'importance n'a pas échappé, etc. On voit à travers ces premiers éléments, évidemment, une question forte, c'est-à-dire que De Crolli apparaît dans les années 70 encore, extrêmement révolutionnaire, dans le sens où il remet en cause, en vérité, tout le système placé, traditionnel, que j'ai essayé de définir la dernière fois, face justement à des notions importantes qui sont celles des centres d'intérêt et surtout du décloisonnement de disciplines. Donc on voit ici, et le numéro, là vous le verrez, ici c'est un numéro extrêmement intéressant, mais où on voit aussi la caractéristique, c'est-à-dire que dans les années 70, nous avons Lucie Libois, l'ancienne directrice, qui rappelle véritablement ce qu'est De Crolli, puis ensuite Francine Dubreuc, qui était l'actuelle à l'époque directrice, qui plaçait un petit peu la réalité aussi de cette école, mais aussi des articles qui comprenaient mademoiselle Vallotton, qui était la directrice, l'ancienne directrice de l'école de Crolli de Paris, de Saint-Mandé. Et donc ça donnait aussi une espèce de tonalité, et je mets jusqu'à la fin parce que j'y reviendrai un peu en conclusion. Miot-Vallotton essayait de montrer que l'esprit de Crollien, donc déjà un mot très différent, on voit bien aussi qu'on a des notions importantes, on a l'esprit et puis on a des pratiques, une pédagogie, c'est pas tout à fait la même chose, et elle essayait de montrer comment un enseignant isolé peut faire quelque chose dans sa classe. Et là aussi, c'est aussi une ouverture, c'est-à-dire cette tentative, alors qu'on a dans ce numéro plutôt une réflexion d'ensemble d'une école, aussi comment une enseignante, et pas la moindre, puisqu'elle a dirigé en été l'école de Crolli de Saint-Mandé pendant à peu près 40 ans, faisait la tentative justement d'ouvrir cette pédagogie à des classes, on va dire, classiques. Donc ça, c'est pour vous montrer aussi, pour montrer que De Crolli, justement,
s'ouvre au-delà de la période véritablement de sa vie qui est de 1871 à 1932. Donc ici, je vais essayer de vous proposer un plan relativement classique, mais d'essayer de voir un petit peu l'itinéraire d'un individu, d'essayer de le comprendre, ne pas le comprendre de façon nécessairement linéaire. C'est pour ça que je donnerai un petit peu des éléments chronologiques pour qu'on les ait dès le début puis qu'on n'en parle plus quelque part. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est d'essayer de répondre à quelques questions qui sont des questions importantes pour une pédagogie, quelle qu'elle soit, puisqu'ici je suis dans une étude de cas. C'est comment un médecin, puis un médecin, on va dire neurologue ici, va devenir un pédagogue. Tous les médecins ne deviennent pas pédagogues, et donc là, on va essayer de voir un petit peu la caractéristique et comment c'est possible. Deuxième élément, un peu plus technique, on va dire, en tout cas dans les mots, mais j'en avais un peu parlé la dernière fois, c'est de la pédologie et la psychologie. Donc je réexpliquerai tout à l'heure ce que c'est, mais d'essayer de voir un petit peu les fondements théoriques d'une pédagogie ou ce que certains appellent un paradigme nouveau, justement celui de l'éducation nouvelle. Et puis dans la troisième partie, ce sera de voir un petit peu un axe, c'est comment se diffuse une pédagogie et comment sa volonté de réformer ici l'enseignement a été vue comme un espoir, un idéal, bien sûr dans la sphère, on va dire, de Crollienne, mais pas simplement dans la sphère de Crollienne, mais aussi énormément de désillusions, puisque la réalité, elle est là. Bon, l'histoire est bien, puisque nous voyons les choses a posteriori, donc évidemment c'est toujours facile, mais c'est celle non pas d'un échec, mais en tout cas d'une volonté, d'une alternative qui ne s'est pas faite. Alors, pour essayer pour comprendre un petit peu ces éléments, il y a d'abord sa vie, donc j'ai mis quelques éléments, mais qui vont être rappelés un petit peu au cours de l'exposé, mais qui nous montrent aussi un peu la variété. Donc ici, c'est un élément normalement chronologique. Si on regarde vers le bas, il est né à René donc en 1871, il est docteur en médecine. Et puis on voit quelque chose dont je reviendrai, c'est la fondation de l'Institut en 1901, qui le place dans ce qui est un pédagogue, c'est-à-dire pas simplement quelqu'un qui pense l'éducation, mais aussi quelqu'un qui pratique, et donc là avec un premier élément. Mais j'ai immédiatement placé, vous voyez un petit peu en concordance, certains éléments un peu moins connus. J'essaierai aussi de donner, puisque beaucoup connaissent très bien la pédagogie de Crolly, j'essaierai aussi d'amener des choses un peu nouvelles, c'est que le lien avec le fait qu'il est médecin des classes d'enseignement spécial dès 1902. Et si ceux qui étaient là la semaine dernière s'en souviennent peut-être, j'avais parlé justement de ce qu'on appelait le courant communal, c'est-à-dire le fait que la ville de Bruxelles avait des volontés réformatrices du point de vue éducatif extrêmement fortes, et ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire que De Crolly n'est pas simplement à l'extérieur du système, il est bien à l'intérieur, et ici avec un rôle très particulier de médecin au sein de ces classes d'enseignement spécial, fonction qu'il aura jusqu'à la fin de sa vie, donc qu'il aura pendant 30 ans. Et puis, des éléments ici qui vous montrent, avec en 1907 la fondation de la seconde école qui est l'école de l'Ermitage, mais en même temps, en 1908, vous voyez en concordance la définition immédiatement d'un programme d'une école dans la vie. C'est-à-dire vraiment pas simplement quelqu'un qui est un fondateur d'une école, qui la dirige, mais aussi un penseur ici et une réflexion d'ensemble qui peut se faire. 1914, et ça aussi j'y reviendrai, la cofondation en tout cas d'autres établissements qui font ce que j'appellerai un peu tout à l'heure, un peu cette nébuleuse du dispositif de Crollien qui est extrêmement important. Et puis après-guerre, puisque là j'ai coupé évidemment la césure de la Première Guerre mondiale est assez fondamentale, on sait peu de choses certaines fois sur les réflexions, on va dire, humaines de Crolly, mais on a pas mal d'éléments, en tout cas dans certaines correspondances, et dans une correspondance qu'il fait au psychologue Henri Pierron, que j'ai étudié, on voit qu'il lui écrit en 1919 l'impact de la Première Guerre mondiale et des phrases extrêmement humaines, c'est-à-dire de sous-entendus de la difficulté qu'a été cette guerre et aussi le fait qu'il faudra sûrement une génération pour se remettre de cette guerre. Et donc des éléments qui nous montrent aussi qu'il y a un De Crolly d'avant et d'après la Première Guerre mondiale, avec des choses brisées, nous verrons en tout cas avec la Première Guerre mondiale, la tentative de certaines écoles, mais aussi à partir de 1919, une ouverture extrêmement forte vers l'extérieur et vers l'international. Élément important puisque j'avais parlé d'un autre pédagogue belge important de l'époque qui est Alexis Sleus, qui est beaucoup plus sur la ville de Bruxelles et qui va se, entre guillemets, cantonner plus à l'intérieur, c'est-à-dire dans des réformes importantes. Et j'avais bien dit qu'il était plus connu finalement à l'époque que De Crolly à l'intérieur de la Belgique. Par contre, à l'extérieur de la Belgique, c'est De Crolly qui est le représentant ici de cette éducation nouvelle. Et donc notamment avec des éléments d'ouverture demandés par le gouvernement, c'est-à-dire d'observer, donc il fera une mission
en Grande-Bretagne, mais aussi un voyage d'études aux États-Unis et une mission au Colombie, la plupart du temps avec un cahier des charges relativement important, d'observation de ce qui se passe dans un lieu pour ensuite évidemment tenter de refaire. Donc un rôle différent ici du simple, entre guillemets, pédagogue fondateur d'une école. C'est quelqu'un ici qui a une fonction, à qui on donne des fonctions, notamment de mission. Et puis j'ai noté aussi, vous le voyez, mais un petit peu en décalage, chargé de cours à l'ULB et chargé de cours et de psychologie aux écoles normales. Il y a une fonction universitaire de De Crowley, moindre qu'on l'a dit, parce que quand on lit, on a souvent tendance à voir professeur à l'université, etc. Quand on voit quand même le dossier personnel qu'il a à l'ULB, c'est un enseignant du supérieur, certes, c'est un chargé de cours, c'est ce qui s'appelait à l'époque un professeur extraordinaire, mais extraordinaire, ça veut hélas à l'époque dire qu'on n'est pas ordinaire et donc ordinaire est bien au-dessus. Et donc ici, il restera, on va dire, un universitaire, mais quand même à la marge, on va dire, de la point de vue de la structure classique d'un universitaire. Mais on voit bien que l'ouverture qui l'intéresse n'est pas absolument de rester, d'être un professeur d'université, mais bien d'être quelqu'un qui a une envergure un peu différente avec des choses pratiques extrêmement fortes. Voilà. Et en 1932, son décès. À partir de 1930, première crise, il est affaibli. Et c'est vrai que sa carrière, on va dire en tout cas de 30 à 32, se resserre un petit peu sur son école. Mais nous allons essayer de voir ça. Donc une chronologie que je fais exprès un peu vite, mais pour essayer de placer un peu les choses, on voit donc un médecin, en tout cas de la fin du 19e, très caractéristique, nous allons le voir, mais aussi avec de grandes spécificités. On en arrive donc à la première partie, mais avant d'en arriver là, on s'aperçoit, donc évidemment l'image classique là, du médecin, on va dire, du 19e siècle. On en arrive aussi à un autre élément qui est moins connu, que j'aborderai un peu un élément, c'est quand on parle de De Crowley, on a dit la dernière fois qu'une de ses caractéristiques, c'était de ne pas avoir écrit un ouvrage de synthèse, c'est-à-dire qu'il avait estimé, donc certains écrits, même si à la fin de sa vie, visiblement, il y a une petite nuance, parce qu'il comprend que si on n'a pas fait une synthèse complète de sa pensée, c'est extrêmement complexe ensuite pour pouvoir la diffuser, et donc quelques phrases font sous-entendre, en tout cas, sa volonté d'écrire quelques ouvrages, on va dire, non pas marquants, mais en disons, qui synthétisent sa pensée un petit peu, comme l'a fait dès le départ Montessori, et évidemment, c'était des ouvrages qui ont marqué. Mais on a aussi une idée de Crowley un petit peu extérieure au contexte. Souvent, quand on lit avec les autres pédagogues, on voit Freinet, politiquement très marqué, on voit Montessori avec justement la théosophie, etc. Et de Crowley apparaît un peu, entre guillemets, plus neutre. Or, on s'aperçoit dans ces archives, qui sont extrêmement riches, aussi un idéal, et notamment un idéal humaniste très fort avec son entrée, son engagement dans la franc-maçonnerie. Dans plusieurs ouvrages, j'ai essayé d'en faire part, parce que ce n'est pas un engagement anodin et périphérique. On se rend compte qu'il rentre au Grand Orient de Belgique dès 1902, à la loge justement des Amis Philanthropes numéro 2. Et puis qu'en 1930, il change de loge, c'est-à-dire qu'il change, ça veut dire qu'il y a quand même pas simplement une volonté d'y rester comme ça, simplement de suivre, mais en 1930, il change de loge et il va dans la loge des vrais amis de l'Union et du Progrès réunis, où il retrouve son ami Nicolas Smelten, qui lui a demandé de venir. Cette loge à l'époque, qui est connue pour une loge qui s'intéresse énormément à l'éducation. Et on le retrouve parce que dans les archives du Grand Orient de Belgique, vous avez une série de planches, c'est-à-dire d'exposés faits par les francs-maçons, où on voit sa volonté de développer sa pensée, et notamment du sentiment de l'enfant. Et puis, parce que ce n'est pas simplement anodin, c'est en 1912, il est un des cofondateurs de la première loge du droit humain, et en entrant, et donc cette idée du droit humain, qui est une obédience mixte, c'était son combat aussi pour une mixité ici au sein de la franc-maçonnerie. Donc un engagement extrêmement fort, j'y reviendrai parce que certaines planches ici exposées qu'il fait avec certaines autres personnes que nous verrons tout à l'heure au sein du droit humain donnent en vérité une vision un peu différente. Et donc j'ai placé cette image que certains reconnaissent peut-être, c'est en vérité l'image de la première école qui est celle qui est rue de l'Ermitage, en 86 rue de l'Ermitage, et qui deviendra, en vérité, le temple du droit humain qui sera donné. Et donc on voit bien aussi, ce n'est pas simplement un engagement périphérique, et je pense que c'est aussi un élément qui montre
un certain idéal humaniste. Et quand on a cette grille de lecture, on retrouve des documents assez intéressants de Crowley sur aussi sa vision de la paix, du pacifisme qu'il a, et qu'il écrit noir sur blanc, ici dans certaines préfaces pour ses amis. Donc ici, une personnalité aussi, on va dire, avec une envergure, ici pour l'époque, de la ville de Bruxelles. J'en viens donc à ma première partie, qui est donc comment un médecin va devenir ici un pédagogue, un élément important ici. Et pour reprendre ça, j'ai pris quelque chose qui est plutôt dans la vision, dans la vulgate un petit peu quelque part de ce qu'on a de Crowley. Et cette vision a été donnée par son ami Édouard Claparède, dont j'ai parlé la dernière fois, qui est un psychologue suisse. C'est de loin le psychologue qui est le plus proche de sa pensée. Et à sa mort, enfin en 1934, enfin la mort de Crowley en 1932, Claparède va écrire beaucoup sur de Crowley et il va notamment écrire un petit peu ce passage qui sera beaucoup repris, qui sera repris un petit peu comme dans une logique un peu imparable, évidente, c'est-à-dire que de la psychologie de l'enfant, de Crowley va s'occuper de l'éducation, qu'il était d'abord en train de s'occuper des enfants handicapés anormaux, on va dire irréguliers comme dira de Crowley, pour ensuite glisser assez naturellement vers l'étude des enfants dits normaux, réguliers, en créant la deuxième école, qui est donc l'école de l'Ermitage. Donc 1901, création de l'Institut, et 1907. En faisant ça, Claparède rappelle quelque chose, évidemment, de fort, c'est ce glissement de certains médecins éducateurs, mais il rend aussi ce passage un peu trop classique, c'est-à-dire on voit aussi très très vite, et d'autres textes semblent montrer ça, un peu de Crowley regardant des enfants handicapés et abandonnés dans la rue, et puis les accueillant avec un côté un petit peu, vous voyez, de saint laïque un petit peu, et de reprenant ici ce flambeau. On s'aperçoit que c'est un peu plus complexe, c'est pas plus complexe, mais c'est moins linéaire que ça, et je vais essayer donc de voir avec vous certains éléments qui montrent un petit peu comment il devient un petit peu ce pédagogue, effectivement de l'enfance irrégulière, puis de l'enfance régulière. D'abord, on s'aperçoit très clairement qu'une fois qu'il devient médecin, donc j'ai montré la date tout à l'heure en 1896, il va faire donc 2 voyages d'études, un voyage d'études à Berlin et un second voyage à Paris. Ces 2 villes ne sont pas du tout un hasard, c'est-à-dire que ce sont 2 piliers véritablement ici de la médecine de l'époque. Freud fera à peu près les mêmes voyages, un petit peu, à 1 ou 2 ans de différence. Donc il se retrouve à Berlin, puis à Paris, où à Paris il étudie énormément à Sainte-Anne et à la Salpêtrière. Et on a une bonne connaissance ici à peu près de cette période, puisque là il fait ses premiers articles, qui sont des articles très cliniques, véritablement de neurologie. Mais on voit aussi, avec ses lettres justement à sa jeune épouse, son intérêt aussi pour certains auteurs, et notamment pour Spencer, que j'avais cité la dernière fois, le philosophe. Et on voit, à travers justement une annotation de ce philosophe, une vision ici qui est donnée de Crowley, qui s'intéresse beaucoup dans une vision d'un scientisme très fort de l'époque, c'est-à-dire de cette force énorme de la science qui doit révolutionner le monde, et puis aussi d'un évolutionnisme très fort, darwinisme, un darwinisme très fort qui est reflété en tout cas dans la plupart de ses travaux, et nous verrons qu'il y a une influence. Donc ces premières influences intellectuelles nous placent un individu au-delà du médecin, relativement, on va dire, classique dans cette notion du progrès, de la science, etc., mais qui a déjà des convictions, pas chevillées au corps, on va dire, parce qu'il est encore jeune, mais enfin, en tout cas, avec des éléments relativement forts. Et ces premières idées vont l'amener à intégrer quelque chose qui n'est pas totalement bien connu, qui est en vérité ce qu'on appelle la politique de défense sociale. C'est-à-dire qu'en gros, très rapidement, il va intégrer à son retour en Belgique, une sorte de creuset d'enseignants, mais surtout de juristes, de médecins, qui vont s'intéresser à la protection de l'enfance. C'est donc ce mouvement très fort, qui est dirigé notamment par Adolphe Prinz, qui est un juriste important, puisque c'est lui qui dirige toutes les prisons du royaume, et qui, dans la fin, disons les 20 dernières années du 19e siècle, va théoriser ce qu'on appelle la défense sociale et va prôner, en tout cas, une protection de l'enfant, c'est-à-dire l'idée qu'on ne va pas réprimer un enfant fautif, mais on va le protéger.
Derrière, et là je vais assez vite, mais vous voyez la logique de ce qu'est la défense sociale, c'est-à-dire c'est un intérêt de l'État, ici, avant, et l'enfant, l'intérêt de l'enfant, c'est que c'est quelque chose de fragile et que l'État doit s'intéresser justement à l'enfant. Donc pas du tout une vision éducative, mais une vision extrêmement de juriste, qui parle de la dangerosité ici, des familles et de la volonté ici de s'intéresser à l'enfant comme un élément. Prince est connu parce que justement c'est lui qui développera toutes les lois et notamment les lois qui permettront la déchéance paternelle, qui est un élément fort de la fin du 19e, c'est permettre à un enfant qui est frappé violemment par son père d'être extirpé de sa famille et d'être mis à l'abri de sa famille. C'est des éléments qui apparaissent peut-être aujourd'hui évidents, mais qui évidemment sont un changement véritablement très fort de la mentalité de l'époque, et De Crowley appartient dans ce mouvement à ces juristes qui réfléchissent ici à ça. On le retrouve dans plusieurs congrès, et notamment un congrès important à Washington qui va s'intéresser, qui va créer d'ailleurs ici toutes les lois belges des années 1911 et 1912 du tribunal pour enfants, etc., etc. Donc des mesures juridiques, et il se retrouve présent. Donc là, on aborde un élément, c'est que ce n'est pas un médecin, j'allais dire lambda, c'est un médecin qui intègre ici un groupe très fort de réflexion sur la protection de l'enfant. Énormément de ces articles de l'époque sont placés sur cette notion. En 1906, il écrit un article qui s'appelle justement « L'enfant et le crime », où justement il a une vision très forte de protéger l'enfant, ici, mais d'un autre côté, quand on regarde, c'est aussi sous-entendu protéger un enfant qui est d'une famille ouvrière. Il y a aussi une vision extrêmement bourgeoise ici, de se méfier, quand on dit classe laborieuse, classe dangereuse, c'est évident pour ces éléments ici. Et donc, on voit ici un élément qui a été assez bien étudié justement sur la protection de l'enfant, de ce qu'on appelle la médicalisation. Les médecins sont appelés comme experts, justement, pour parler de l'enfant, et De Crowley a intégré l'ensemble de ces mouvements. Il intègre tellement bien qu'il va, et vous allez voir un petit peu où je veux en venir assez clairement ici, c'est donc la vision moins idyllique, on va dire, de s'intéresser à l'enfant, c'est qu'il s'intéresse ici d'abord par la notion de l'État. C'est qu'en suivant les idées justement d'Adolf Prince, il va créer en 1901 la Société de protection de l'enfance anormale. C'est-à-dire que c'est dans la logique de ces congrès, on crée des sociétés qui ont comme objectif d'observer les enfants en difficulté, l'espérance de vie des enfants, les maladies liées aux enfants, etc., et notamment de l'enfance anormale, pour ici aborder cette question, d'essayer de construire véritablement des lois. Ici, il ne s'intéresse pas du tout à des choses éducatives, on s'intéresse à des lois de protection de l'enfance. Et donc cette société de protection de l'enfance va regrouper des juristes, notamment un qui est bien connu, qui est un procureur de Verviers, qui s'appelle donc Levose, et qui sera celui qui fera les lois, justement belges, à partir de 1902, de protection ici de l'enfance. Au sein de cette société, De Crowley prend une importance assez forte, c'est-à-dire qu'on voit que par rapport à d'autres médecins, il a une vision relativement claire justement de ce qu'il demande sur l'enfant, et on va préciser un petit peu sa pensée, parce qu'on va voir qu'au sein de cette société, il va faire énormément de conférences pour essayer de définir comment s'occuper. Donc là, on commence à glisser vers l'éducation, s'intéresser à comment occuper ses enfants hors d'une famille. Et la grande idée, évidemment, de cette société protectrice qui se retrouve ici dans aussi les congrès et voulu par Prince. Alors, si ça marche, voilà, je l'ai mis, c'est en 1900, et donc vous voyez voir un petit peu la concordance très vite. Très clairement, dans le congrès d'Anvers où De Crowley se trouve, Levose, qui est donc le procureur du roi, précise qu'il faut organiser des placements par petits groupes ou petites colonies de 10 à 12 enfants des deux sexes, sagement combinés et d'âges différents, de façon à constituer une famille artificielle où le rôle principal incombera à la femme qui sera non seulement la ménagère, mais surtout la mère de famille. Donc vous voyez un côté à la fois peut-être progressiste, mais toujours on est bien dans un contexte très particulier. Et donc si vous regardez, vous avez la définition de ce qui va être l'Institut. C'est-à-dire qu'en 1901, ici, De Crowley ne fait que suivre, c'est-à-dire que ça ne enlève absolument pas dans la logique de ce que dit Claparède, mais ça amène simplement, pas simplement une logique d'un individu seul qui pense quelque chose,
mais on voit bien que c'est un mouvement extrêmement fort, et le mouvement de la défense sociale, qui demande la création de familles, entre guillemets, artificielles, de création d'établissements qui ressemblent étrangement, mais qui sont des maisons bourgeoises, où seront accueillis des enfants en petit nombre et de façon mixte. Vous voyez cette ambiguïté toujours de la défense sociale, la notion de la dangerosité, en tout cas d'un individu, d'essayer de comprendre ça, mais on voit aussi à la fois le côté progressiste qui est mis et le côté aussi, bien sûr, très clairement de l'époque. Donc ça, c'est pour donner un petit peu un élément un peu différent à l'Institut. Ça n'empêche qu'effectivement, créant l'Institut, c'est un élément important, c'est-à-dire au sein d'une maison, il va mettre à la fois ses enfants, mais il va mettre aussi des enfants irréguliers qui vont être, jusqu'à la fin de sa vie, justement, un laboratoire extrêmement important de réflexion de toutes ces idées pédagogiques. Alors on en arrive évidemment à la suite, c'est-à-dire que... un petit problème avec votre... Voilà. Dès 1901, là, tout n'est pas lisible, je vais essayer de le crypter, c'est-à-dire que quand il crée l'Institut, on voit déjà en 1901, donc ce texte est de 1901, tous les prémices de ce qui va être la pédagogie de Crowley un peu plus tardivement. Notamment ici, si vous regardez les 8 points, on voit d'abord que c'est l'école devant permettre l'apprentissage de la vie, le programme a pour base les besoins de l'homme. C'est un premier élément fondamental, c'est-à-dire qu'on voit que là, le médecin sort véritablement de son rôle de médecin, mais pense quelque chose, pense l'apprentissage, donc là on est vraiment dans ce qu'est un pédagogue, et il pense aussi, lié bien sûr à sa vision biologiste et évolutionniste des choses, de ce besoin de l'individu et du besoin de l'homme. Deuxième élément qui est mis, évidemment, c'est que le maître, donc là, il y a un maître, il y a un enseignant, il s'attache à donner à l'enfant l'habitude et le goût du travail et de l'étude, en lui donnant des leçons attrayantes. Là aussi, c'est une deuxième idée. Vous voyez que là, il n'est pas du tout éducateur à la base, mais tout de suite, il se dit, évidemment, là, on est dans la méthode active, entre guillemets, c'est-à-dire se dire, bon, ça serait mieux quand même d'intéresser, et dont la motivation, évidemment, d'un enfant, c'est quelque chose d'assez important, et là, on peut penser qu'il y a des réminiscences de sa propre, évidemment, éducation. Ici, le troisième élément, c'est sur le professeur, avec cette phrase qui sera souvent dite, la devise doit être peu de mots, beaucoup de faits. Évidemment, là, si vous vous souvenez de la semaine dernière, c'est une clé évidemment de l'éducation nouvelle. C'est-à-dire l'enseignant doit être au service de quelque chose, mais il ne doit pas être là pour transmettre son propre savoir, ici de façon très inefficace. Et donc, on voit bien de Crowley n'écrira que très peu sur les enseignants comme centre en vérité de la réflexion, mais il amènera en tout cas dès le départ ce qu'il attend d'un enseignant. Évidemment, c'est important quand on va diriger un établissement, parce qu'il va pouvoir donner le ton ici, chaque semaine, aux enseignants de ce qu'il attend, et notamment ce fait de proposer ici en sorte de possibilités maximum pour les enfants, qu'ils puissent analyser, manipuler, expérimenter, confectionner, collectionner des mots, des verbes qui sont bien connus des deux Crowleyens, mais qui, évidemment, à l'époque, est une vraie révolution dans la logique. Ensuite, bien sûr, on voit la notion de liberté d'action de l'élève, et là on voit bien, même si on parle d'élève ici, cette notion de liberté d'action qui est proposée et qui montre aussi ce qu'on a vu comme le self-government, c'est-à-dire la notion en tout cas de s'intéresser ici aux enfants et de leur laisser une latitude la plus importante possible pour pouvoir s'exprimer du point de vue créatif. Et puis la phrase, et là vous voyez que vous avez tous les principes de l'éducation nouvelle de la semaine dernière, c'est que la classe est partout. Ce qu'on avait dit un petit peu, la classe est un pis-aller. Eh bien, c'est-à-dire de dire qu'on peut faire classe, évidemment, dans une salle rectangulaire, mais surtout, on va la faire partout, et surtout à l'extérieur, et dès qu'on peut. Et donc, on parle de cuisine, de réfectoire, de jardin, d'atelier, qui sont des éléments, évidemment, très fondamentaux, évidemment, fondamentaux pour une pédagogie. Et puis, les deux éléments aussi qui sont donnés ici, c'est qu'on commence à voir, et notamment c'est le 7 et le 8 ici, c'est la notion d'association d'idées, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas à lire, écrire, compter parce qu'il faut le faire, mais c'est parce que ça va être un outil majeur. Donc ici, on n'est pas encore dans ce qui sera la globalisation, on n'est pas du tout dans cette idée, mais quand même, on voit déjà les axes, alors que, je répète, c'est un texte de 1901,
voyez, moins structuré, plus écrit aussi. Hein, on voit bien aussi, les médecins de l'époque écrivaient beaucoup, et donc un langage, un vocabulaire extrêmement fort. Et puis à la fin, la notion aussi fondamentale, on voit bien le psychologue, là, ça y est, qui sommeille en lui, qui sort, c'est-à-dire que les études de l'enfant sont graduées, conduites de telle sorte qu'elles font revivre aussi des phases successives. Et si vous voyez, on s'aperçoit aussi la notion de cet évolutionnisme hein, qui est donné. À la fin, par contre, on voit bien aussi que c'est un médecin de la fin du 19e, puisqu'il parle justement que le rapprochement entre notre façon de vivre et celle des sauvages encore existants est à cet égard un procédé des plus utiles. Voilà. Et donc, toujours rappeler un petit peu le contexte de l'époque. Donc ici, on est en 1901, vous voyez que, l'air de rien, on a presque déjà les éléments forts de ce qu'est la pédagogie ici de Crowley. Pour continuer, parce que je vais reparler après des individus, puisque c'est ça qui compte aussi dans la pédagogie de Crowley, c'est de voir que ce qui a été dit en 1901 va être précisé, structuré à partir de 1908 dans un article qui est extrêmement important à mon avis, qui est celui du programme d'une école dans la vie. C'est un article relativement court qui reprend des éléments de ce que je viens de dire, mais des éléments en tout cas précisés en 1901, mais qui vont développer en vérité les éléments forts de ce qu'est la pédagogie de Crowley. 1908, ce n'est pas un hasard, il a donc créé sa deuxième école en 1907. Donc vous voyez la suite, la logique, c'est-à-dire qu'après avoir fait un institut pour enfants irréguliers, il fait une école pour enfants réguliers, et à partir de là, il en vient à penser que c'est la même chose, c'est-à-dire que la nature de l'enfant est la même, et donc ce qui est possible avec un enfant handicapé est aussi possible avec un enfant dit normal. Et donc ça, ce qui apparaît une clé hein, du développement de la pédagogie de Crowley, est un élément important puisque c'est une vision de l'enfant dans sa globalité ici. Et donc en 1908, il écrit ce programme. La notion de programme est aussi importante. Il pense à ce moment-là qu'il peut, vous voyez l'impulsion, hein, on vient de créer une école, 2 écoles. Bon, dans la ville de Bruxelles, il y a une tentative de changer le programme. Et donc il propose ce programme qui ne sera pas suivi des faits, mais en tout cas qui se veut un programme complet d'enseignement. Donc on est ici en 1908, hein, il est quand même dans la partie, on va dire, en première partie de sa vie, et on s'aperçoit de sa carrière, et on s'aperçoit là que presque tout est dit, tout est extrêmement important ici pour lui. Et donc dans ce programme, hein, j'ai pris quelques éléments, j'y reviendrai un petit peu, mais des choses plus connues, hein, donc je vais essayer de passer, mais enfin c'est des choses importantes, c'est quand il écrit à un moment donné, le calcul ne doit pas être porteur d'autres matériaux que la lecture, etc., etc., c'est surtout cette volonté de césure par rapport à ce qui existe, c'est-à-dire ces tranches horaires, on met irrémédiablement fixées comme quantité, comme durée par des règlements. Là, on a vraiment la division qui est demandée, on voit bien le côté très révolutionnaire, d'abord d'éliminer ce côté d'horaire strict, et puis derrière, évidemment, l'idée maîtresse étant que derrière doit converger des éléments. Et là, on a ce qui va être les centres d'intérêt. Les mots changent, mais à partir de 1908-1910, il utilise vraiment le terme de centre d'intérêt comme on l'entend, de pivot. Et ici, donc les 4 qui sont définis à partir d'articles de la même année, se nourrir, se protéger, se défendre, il y a une faute, et travailler, là aussi une faute, il y a un problème avec les R visiblement, et se travailler et se recréer. Donc ici, 4 centres d'intérêt qui, à partir de 1908, sont pour lui définis comme un élément de structure, véritablement, de sa pédagogie. Et puis, à l'intérieur de ces centres d'intérêt, l'idée, justement, et là on reconnaît bien, encore une fois, là, la vision très biologiste du médecin, c'est-à-dire qu'il y aura 2 parties. Il y aura d'abord la connaissance de l'être vivant en général et de l'homme, et ensuite celui de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'à chaque centre d'intérêt, on refera une division avec d'un côté l'organisme de l'individu, les animaux, les végétaux, les minéraux, la société et l'univers. Là, les mots ici sont importants, il les structurera, il les cisèlera, mais finalement, bref, tout est dit presque en 1908, il a déjà la définition de ce qu'il attend et d'une pédagogie qui, d'après lui, là peut être développée pour l'ensemble
non pas de la Belgique à ce moment-là, mais de Bruxelles. Et on voit bien que ce programme est quelque part un peu, à mon avis, la matrice du système pédagogique de Crolien, avec justement cette notion de centre d'intérêt. Bien sûr, et ce programme qui est de 1908, je voulais parler un petit peu pour vous comprendre un petit peu que ce n'est pas quelqu'un de seul. C'est vrai que quelque chose, on a l'impression aussi, cette vision du penseur, il réfléchit, etc. Mais c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui va s'entourer. Alors le terme de collaborateur, vous allez voir, n'est pas très bien choisi ici, mais on a des éléments quand même importants. Dans ces collaborateurs, on a dès le départ, évidemment, sa femme. C'est-à-dire qu'il est évident ici que Agnès de Crolly va être ici de tous les instants, de tous les moments de sa vie, et c'est elle qui, en 1901, peut être comprise comme sa première collaboratrice ici, de tous les instants. Et vous avez vu que dans la logique, en plus de ce que voulait le Vos, c'est vrai que là, la mère de famille artificielle, en tout cas, a un rôle extrêmement important donné. Vous avez une série de personnes, j'allais dire le premier noyau ici, notamment deux personnes connues, plus ou moins connues, en tout cas Julia de Gand et Georges Roumat. Julia de Gand est mieux connue parce que de Crolly va lui demander notamment l'observation quotidienne de sa fille, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement fort. C'est sa collaboratrice attitrée dès le départ de 1901 à 1906. C'est avec elle qu'il va écrire les articles de base, qui seront ceux justement d'une lecture globale, pour aller un peu vite, en tout cas du globalisme. Donc quelqu'un qui a à la fois une praticienne, mais quelqu'un qui aussi est une théoricienne. Et d'ailleurs, elle fera des conférences à l'Institut Solvay, et donc une des premières femmes de cette époque à le faire. Et elle a une carrière, et c'est pour ça que j'ai glissé immédiatement le second nom, qui est celui de Georges Roumat, qui est moins connu, qui est un orthophoniste à l'Institut donc de Crolly, mais qui a une carrière très particulière. C'est qu'à partir de 1907, il va partir en Bolivie, il va partir d'ailleurs avec Julia de Gand, et ils vont tenter de réformer l'ensemble du système bolivien en créant notamment une école normale à sucre, avec une thèse qui est sortie il y a quelques années, un élément important, puisqu'en vérité, il part avec, c'est une filière belge là qui va justement en Bolivie, qui tente de reconstituer véritablement un système éducatif avec des idées de régénération de la race particulièrement dures et qui d'ailleurs aura des résistances extrêmement fortes, mais une histoire très particulière où justement vous avez beaucoup de collaborateurs de Crolly qui se retrouvent dans cette aventure, et notamment Georges Roumat qui a une carrière très particulière puisqu'après il reviendra et qu'il dirigera l'ensemble des échanges économiques entre la Belgique et de nombreux pays. Et donc on voit pas du tout l'orthophoniste, j'allais dire, de base ici aussi. C'est un personnage assez énigmatique et qui est l'enjeu de recherche notamment de Dominique Otavi. Donc ici, c'est un premier cercle pour vous montrer un peu l'envergure. On n'est pas face à quelques praticiens, etc. On est face à des personnalités qui ont d'autres éléments. Et là, j'ai mis deux autres aussi collaboratrices du premier cercle, du début, qui est Eugénie Monchamp et Jeanne Deschamps, qui en vérité, notamment avec Eugénie Monchamp, ça sera l'importance des jeux éducatifs, c'est-à-dire qu'à chaque fois, une collaboratrice, il cible avec elle, il co-écrit des ouvrages qui sont les clés pour comprendre en vérité ce programme de 1908. Et puis après, vous avez une série d'enseignantes qui vont se retrouver, qui sont du premier cercle, on va dire, de l'Institut, mais qui sortent ici de l'Institut pour aller dans l'école de l'Ermitage, et notamment Amélie Ahmed, dont on reparlera, et qui sera la directrice à partir de 1922, pas officielle, disons que c'est de Crolly qui est au-dessus, on va dire, qui est le fondateur, mais c'est vrai que c'est elle qui organise et qui dirige. Et un personnage aussi moins connu, ici connu en tout cas pour l'extérieur, mais pas nécessairement pour ça, c'est Elisabeth Carter, on connaît plutôt par le lycée Carter, mais qui a une importance fondamentale, puisque c'est chez elle que Amélie Ahmed va pour la première fois expérimenter en accord avec de Crolly sa pédagogie, pour ensuite la mettre en place, la développer. Il viendra la chercher véritablement pour être la directrice. J'ai écrit récemment un article sur Amélie Ahmed. Je pense que c'est aussi une personnalité
dont on a fait justement celle qui va développer, qui va diffuser la pédagogie de Crowley par son ouvrage qui s'appelle La méthode de Crowley de 1922, mais c'est aussi une personnalité où au tout début, de Crowley lui donne certaines missions. C'est notamment elle qui ira en Hollande pour observer le système hollandais et reviendra véritablement avec des éléments. C'est elle qui ira aussi aux États-Unis, en Floride, pour créer une école. Donc on a aussi une personnalité qui reprendra l'ensemble de ses fonctions à son décès, avec justement au niveau de la Ligue internationale de l'éducation. Alors, vous avez ensuite, et là je n'irai pas, je ne vais pas tout développer, mais en tout cas vous avez aussi des enseignantes là qui est Mademoiselle Gallien et puis Lucie Libois qui dirigera l'école au décès de Crowley après un conflit avec Amélie Hamed. Et puis ensuite, après sa mort, une série d'enseignantes, c'est Lucie Libois qui dirige le secondaire, pour arriver en 1967 à Francine Dubruck, mais là c'est une autre histoire évidemment ici, et voilà, qui nous explique un petit peu cette graduation, en tout cas chronologique d'enseignantes. Mais à côté, il y a aussi dans les collaborateurs, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets, des personnalités fortes comme Jean Demort, qui en vérité est à la fois un médecin important de l'époque, beaucoup plus important, on va dire, entre guillemets, si on regarde du point de vue universitaire que de Crowley. C'est lui qui lui trouvera la place de médecin à la ville de Bruxelles comme inspecteur, enfin médecin puis inspecteur des classes d'enseignement particulières. Et puis c'est lui qui est aussi recteur de l'université de l'ULB. Il dirigera aussi l'Académie royale justement de médecine. Donc on voit une personnalité très très forte, mais c'est le maître à penser quelque part du point de vue de la neurologie, parce qu'il perçoit très très vite, il sera de toutes les actions, il sera de la Société protectrice de l'enfance anormale, il suivra un petit peu aussi les travaux de Crowley, et c'est lui qui a écrit surtout en 1921 un ouvrage sur la science de l'éducation, qui place en vérité du point de vue de la Belgique, en tout cas un ouvrage clé, puisque c'est un ouvrage qui fonde en vérité les sciences de l'éducation en Belgique. Et autour de lui, j'ai parlé tout à l'heure exprès du procureur du roi, qui est Arthur Levose, qui écrira justement avec aussi de Crowley, pour montrer un peu la variété. Là, on a des médecins, de ce côté-là, j'ai mis plutôt des personnalités un peu différentes. Et puis, Émile Waxweller, donc des noms que vous pouvez un peu être surpris. Pour ça que mettre collaborateur, c'est un peu exagéré, parce que quand même, Émile Waxweller, c'est lui qui a organisé l'Institut de sociologie Solvay. Mais c'est aussi, du point de vue de la maçonnerie, ce qu'on appelle un jumeau, c'est-à-dire qu'ils rentrent tous les deux au même moment, dans la même loge. Ils ont des liens extrêmement forts, ils écriront plusieurs articles ensemble. Et Waxweller a un dialogue assez important, puisque c'est aussi par son intermédiaire que Julia de Gand, de Crowley, se retrouve à l'Institut Solvay pour faire une série de groupes d'études sur l'enfant et sur la psychologie de l'enfant. Et donc, là ici, un axe aussi un peu moins connu aussi de Crowley, mais qui nous montre un peu une envergure au-delà du point de vue purement éducatif. Auguste Hollet, mieux connu, aussi le médecin, et qui sera évidemment, c'est pas évidemment, mais en tout cas qui sera aussi de la première heure pour l'Ermitage en mettant ses enfants, et puis qui sera aussi celui qui présidera le conseil des parents, notamment au décès de Crowley, même un peu avant. Ensuite, des personnalités, je pourrais en mettre beaucoup là ici. Toby Juncker, qui a quand même aussi une personnalité forte, puisqu'il deviendra un enseignant de l'ULB à partir de 1920, mais qui est inspecteur, mais qui aussi sera à l'Institut, un enseignant, un instituteur, proche de Crowley, même si après il s'en éloignera. J'ai mis aussi Nicolas Smelten, qui est un de ses amis et qui dirigera la Ligue de l'enseignement pendant 30 ans avant d'en être secrétaire général pendant 30 ans et président pendant 30 ans. Donc ça fait beaucoup tout ça. Ça fait donc de 1901 à 1961, il dirige vraiment la Ligue de l'enseignement et il est celui qui reprendra une partie des fonctions de Crowley au niveau international et notamment à la section belge de l'éducation nouvelle. Voilà, j'ai mis aussi Sluis. Le Sluis, c'est vraiment typique de la personne qui n'est pas un collaborateur, mais je l'ai mis parce qu'on le retrouve notamment à la Cité des Orphelins, on le retrouve avec de Crowley, on le retrouve beaucoup d'éléments. Alors on a ses mémoires, on voit que dans ses mémoires, il est assez critique en vérité avec de Crowley, on sent que ça peut ferrailler. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se retrouvent toujours ensemble.
Là où ils ne sont pas d'accord, c'est qu'Alexis Lois s'intéresse beaucoup au côté officiel de la ville de Bruxelles. Et c'est vrai qu'il aura toujours cette volonté de réformer le système, mais à l'intérieur. Voilà, on va dire que De Crowley, là, décide de créer son école. Sluis ne le fera pas et essaiera plutôt de changer les programmes et donc ça ferraille entre guillemets un petit peu certaines fois. Voilà, on pourrait multiplier. Il y a Boulanger qui est évidemment pour la ferme école de Waterloo, Christiansen pour l'orientation et puis en réalité un nombre d'enseignants qui montrent un petit peu et bien sûr pour finir, c'est René Jadot et Jeanne de Crowley. René Jadot qui s'occupera à Angleur du laboratoire aussi lié en tout cas à l'école de Crowley par l'esprit et avec Jeanne de Crowley aussi une reprise en tout cas quelque part du côté médical de la médecine et aussi une envergure différente puisque avec Smelten, ils s'occuperont à partir de 1945 des communautés d'enfants au niveau international, c'est-à-dire de l'UNESCO. Bref, tout ça pour dire qu'on a derrière De Crowley, avec tous ses collaborateurs, des réflexions, j'aurais pu comme ça, mais c'est pour montrer un petit peu toute la variété de ce qui est donné, de réflexions qui sont faites avec un nombre assez important de personnalités, des personnalités extrêmement différentes. On en arrive évidemment à la deuxième partie, un peu plus courte bien sûr, c'est de penser ici la réflexion en tout cas de Crowley à travers ce qui s'appelle donc la pédologie et ensuite la psychologie. Là c'est intéressant parce que si on veut créer une alternative éducative, il s'agit bien sûr d'avoir des pratiques, d'avoir des réflexions, mais il s'agit aussi de penser un peu plus général, puisque c'est à l'échelle en tout cas d'un pays, on s'aperçoit que dès 1908, il pense en vérité pas simplement à 1, 2, 3 écoles, mais il pense véritablement à ouvrir une alternative au système en place. Et donc il cherche un petit peu d'un fondement scientifique, et un des premiers fondements, c'est celui de la pédologie. Donc je l'ai dit la dernière fois, c'est un échec cuisant, puisque la pédologie, c'est l'étude des sols, donc ça veut dire que ça a bien échoué, mais à l'époque, dans les années justement de la fin du 19e, début 20e siècle, la pédologie est en vérité une racine importante des sciences de l'éducation, notamment en Belgique. C'est même un des creusets, c'est-à-dire l'idée est claire, c'est de créer une nouvelle science. Donc là, on voit bien l'ambition très forte de ces hommes, c'est créer une nouvelle science de l'enfant qui absorbe en vérité toute cette pensée, ce bouillonnement qui peut exister dans l'enfant. Et dans les sciences, à la fin du 19e siècle, en voulant aller trop vite, ça veut dire n'importe quoi. Donc il faut que je fasse un peu attention. Alors, ici, cette pédologie donc, va essayer d'absorber l'ensemble des réflexions de la fin du 19e. De Crowley pense, justement, avec tous ses collaborateurs, que, justement, cette nouvelle science, qu'on peut appeler donc la pédologie, permettrait, justement, d'asseoir, en vérité, leurs réflexions, mais aussi de proposer à l'ensemble du pays une pensée globale sur l'éducation et même pas simplement sur l'enseignement. On voit bien là que l'ambition n'est pas même de réformer l'enseignement, mais de réformer la notion d'éducation. Et ici, ce qui est ici peut-être une ambition extrêmement forte. Bien sûr, on le sait, ce qui va très vite se passer, c'est que ces réflexions de pédologie en 1901 à 1906, où De Crowley est de tous les instants, puisqu'il y aura quand même un congrès international de pédologie en 1911 à Bruxelles, qui sera un échec, parce que chacun se demande ce qu'ils peuvent faire, et donc les psychologues se retrouvent d'un côté, ceux qui s'intéressent plus à l'orientation se retrouvent de l'autre, et De Crowley, à partir de ce moment-là, va comprendre en réalité que la pédologie a peu d'avenir, et donc il va s'ouvrir à ce qui est la psychologie de l'enfant, et on s'aperçoit qu'à partir de ces années 1910, il utilise le terme de psychologie de l'enfant, alors qu'il s'interdisait un petit peu de le faire. Cet épisode, il est important parce qu'en vérité, il nous montre aussi une réflexion intellectuelle forte qui est déjà au niveau international. Et là, encore une fois, on voit, c'est aussi pour une conférence qui essaye de montrer des axes un peu différents, c'est qu'on pourrait penser aussi aux chercheurs un peu tête en l'air. Ce n'est absolument pas ça. On s'aperçoit qu'à chaque fois,
il y a une société qui est créée, donc là c'est la société de pédotechnie à partir de 1905-1906 qui appuie en réalité la réflexion et qui fait un creuset. La ville de Bruxelles a à peu près les archives de cette société où on retrouve la plupart des collaborateurs, encore une fois, de Crowley, mais pas simplement, qui est une réflexion ici de pédagogie expérimentale. Qu'est-ce que j'essaye de dire ? Bien, c'est que finalement ces hommes, à la fois, ont d'abord pensé un peu une théorie, un peu l'illusion de pouvoir réformer l'ensemble, et puis à partir de 5-6 ans de réflexion, ils se sont rendus compte que le plus intéressant pour eux, c'était d'essayer de voir un petit peu concrètement qu'on pouvait changer, et on s'aperçoit que c'est à ce moment-là que De Crowley va, à partir de 1906, penser la globalisation, penser les centres d'intérêt. C'est des choses extrêmement pratiques qui devront être la base, c'est-à-dire on repart un petit peu, si vous voulez, du bas, plutôt qu'essayer d'avoir une vue un petit peu nuageuse un peu des choses. Et on parlera à un moment de pédagogie expérimentale ici, dans cette société de pédotechnie. Donc rendre plus concret, en vérité, partir du concret plutôt qu'essayer de réformer du point de vue intellectuel l'ensemble. Deuxième est le fondement très fort pour lui, et vous allez voir que c'est une grille de lecture forte, et là c'est ce qu'on connaît un peu plus de Crowley, c'est il pense justement qu'il faut une méthodologie. Sa méthodologie pour justement penser l'enfant va être ce qui s'appelle la psychométrie, c'est-à-dire s'intéresser justement aux tests, c'est-à-dire que dans son idée d'une science forte, d'une pédagogie scientifique, il faut essayer d'avoir les moyens de comprendre un enfant, d'avoir des moyens scientifiques et non pas simplement capter quelque chose. Et donc, il va s'atteler très rapidement à une volonté de créer des tests mentaux pour les enfants irréguliers, mais aussi pour les enfants réguliers. Et ça, il va le commencer finalement extrêmement tôt, au même moment que celui qu'on connaît bien pour les tests, qui est Alfred Binet. Et on voit que c'est l'un des premiers qui est intéressé par les travaux de Binet dès 1904, dès 1905. Ils auront un dialogue, ils ne sont pas tout à fait d'accord, ils se mettront pas tout à fait d'accord aussi parce qu'ils ont peu de liens, mais à deux, on voit que De Crowley s'intéresse, répond par d'articles interposés à Binet. Binet meurt en 1911, mais De Crowley, jusqu'à la fin de sa vie, va poursuivre cette volonté des tests, et notamment il va s'intéresser beaucoup aux tests américains. Et c'est pour ça qu'il va aussi aux États-Unis à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, s'intéresser aux Américains qui ont créé des tests, donc justement notamment pour leur armée à partir de 1917. Et on s'aperçoit là du glissement très fort de Crowley, là, qui a une vision, pas américaine, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas d'observation à une échelle différente. Et en 1922, il part avec un autre chercheur, enfin qui deviendra important pour l'université de Leuven et de Louvain, c'est Beuys, c'est-à-dire Raymond Beuys, où ils partent ensemble dans un voyage d'études, et il y a un très beau carnet de Raymond Beuys qui a été publié par Marc de Pape il y a quelques années, où on revoit point par point le voyage des deux hommes, ici, une sorte pas de voyage initiatique, mais presque, où justement en Amérique, ici, et c'est pas Tintin en Amérique, là je peux vous le dire, on voit bien des éléments très concrets qui est donné, ils visitent véritablement des laboratoires, ils voient tous les tests, et à la sortie on a les tests justement Beuys de Crowley qui sont à la suite un petit peu quelque part de ce qui devrait être les tests Binet. Donc ici cette psychométrie est assez fondamentale parce que pour De Crowley, c'est des fois, il pourra même, on peut voir dans ses articles, un peu s'enfermer à l'intérieur de ses tests. C'est-à-dire que pour lui, c'est une des clés. Donc, il fera des films, par exemple, et dans ces films, on voit très bien les tests qu'il propose dans les écoles. On voit des choses qui apparaissent certaines fois un petit peu, on va dire, rudimentaires. Et puis, certaines fois, on voit bien d'observer l'enfant en tant que tel, précisément, point par point, et d'essayer de voir un petit peu son évolution, etc., à travers des choses évaluables. Et cette notion, à mon avis, est aussi importante dans une pédagogie, c'est d'essayer de pouvoir évaluer ce qu'il peut être fait pour essayer de comprendre ça. Concrètement, toutes ces réflexions sur les tests vont être dans un contexte particulier. Ce contexte, c'est celui de la fin de la Première Guerre mondiale. À partir de 1918, la Belgique est affaiblie, évidemment, par la Première Guerre, et le gouvernement belge s'inquiète, évidemment, de la reconstruction du pays et cherche véritablement à se dire que les tests, si on pouvait dès le départ repérer des enfants, leurs aptitudes, leurs compétences, et bien sûr, ça ferait gagner un temps fou
à un gouvernement, puisqu'on saurait comme ça qui va pouvoir organiser le pays. Et De Crolly, évidemment, et de cette notion-là, dès 1918, on le retrouve justement à une tentative dans la commune de Saint-Gilles pour essayer de voir ce qui est le fonds des mieux doués, c'est-à-dire un élément important qui va être mis en place par le gouvernement belge, d'abord dans quelques communes, puis ensuite un peu plus largement, pour essayer de repérer très rapidement, par des tests scientifiques, les enfants qui pourraient faire des études, quelles que soient leurs origines sociales. Là aussi, on a un élément fort de Crolly, c'est qu'on peut se dire que là, on est dans une notion qu'on appelle la méritocratie, c'est-à-dire qu'un enfant, là, ici, on va s'intéresser à lui, quelle que soit son origine sociale, et donc on voit que l'éducation peut être un élément de transformation de la société, et pas simplement de reproduction de la société. Et donc ce fonds des mieux doués, qui va durer quelques années, qui est assez ambigu pour certains points, parce qu'on voit bien aussi que ce sont des tests, des fois, qui peuvent être un peu rudes, on s'aperçoit, qui sont donnés. On s'aperçoit que si on ne répond pas bien aux tests, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est un peu vite aiguillé quelque part, etc. Et De Crolly s'inquiète d'ailleurs de ça. Il met beaucoup de bémols au bout d'un moment. Il y a une véritable réflexion qui est faite, mais on voit que derrière cette notion ici des tests d'orientation, il y a énormément de points qui restent à étudier sur la vision de Crolly, notamment sur la formation d'une élite. Il a des mots assez forts ici sur la création d'une élite sociale. Comment peut-on faire pour avoir des individus? Qu'est-ce que c'est qu'un individu qui, justement, dans une société démocratique, jusqu'à des questions sur l'eugénisme, puisque la plupart de ses amis et lui-même se retrouvent dans la société belge d'eugénisme ici. Donc des axes qui nous montrent une réflexion d'ensemble, ici, sur l'individu presque, plus que sur l'école en tant que telle. Troisième élément, évidemment, qui va nous ramener un petit peu à l'éducation, c'est évidemment la notion de réformer l'enseignement et diffuser aussi sa pédagogie. Alors, je l'ai dit, il y a d'abord ce fameux programme de 1908 qui n'est pas appliqué, mais on a surtout deux autres dates importantes. C'est celle de 1921, où vous avez, alors là, j'avais mis un petit peu pour égayer, parce que cette notion, en tout cas, avant de voir un petit peu ces programmes, c'est qu'à la fois, ils pensent les programmes, mais vous voyez qu'on a des images de l'époque où on a des choses extrêmement concrètes. C'est-à-dire qu'il est là, il griffonne, ses archives, alors c'est un petit souci parce qu'il écrit très mal, mais bon, ça c'est un autre élément. Mais on voit surtout noter, quantifier, vérifier des tableaux. Et donc on voit qu'il y a cette volonté à chaque fois d'observer au plus près de ce qui devait se passer. Et avec des classes où énormément de cartes postales sont faites, de photographies qui sont faites pour diffuser ici. Je dis ça parce que dans la correspondance à Pierron, par exemple, Henri Pierron, il lui écrit toujours sur des cartons, des cartes postales qui représentent ces écoles. Et on voit que c'est une manière aussi de montrer un petit peu certains éléments d'une école, à la fois dans un côté traditionnel et puis d'un côté absolument très novateur de l'époque, ici, avec le côté justement de ces enfants mis dans un groupe, et avec ici énormément de choses autour, cette pléthore en tout cas de matériel qui se retrouve dans l'ensemble. Et puis quand j'ai parlé des tests, et c'est pour ça que je voulais le faire là, c'est que tout à l'heure, en disant les tests, il faut voir un axe, c'est-à-dire qu'il y a deux éléments qui sont... Quand on parle des tests, on a l'impression de choses peut-être assez théoriques. Or là, on a des choses très pratiques, avec notamment la construction de ces boîtes à surprises extrêmement complexes à mettre en place, qui sont demandées. On voit qu'ils demandent à des fabricants des éléments, et ce genre de boîte qui doit être ouvert. Et on voit aussi dans les films comment un enfant, les difficultés qu'il a à ouvrir, à penser véritablement un parallélisme des éléments. Et ces boîtes sont des tests, c'est ces tests, il ne faut pas toujours penser à des choses extrêmement théoriques. Et l'autre élément des tests, c'est les jeux, c'est-à-dire que les jeux éducatifs qui, à partir de 1924, seront mis en place par Nathan, en réalité, sont des tests. C'est-à-dire qu'il y a énormément, il y a un côté ludique, mais il y a quand même un côté aussi d'observer comment l'enfant va comprendre certains éléments. La différence forte, c'est que De Crolly veut des choses liées au vécu. C'est pour ça que là, j'ai mis deux images où on voit, mais surtout celle-ci, où il y a cette volonté d'objet du quotidien, quelque part, de compréhension et non pas de choses abstraites. C'est une des caractéristiques de ces jeux. Ces jeux sont aussi placés dans des éléments de sa pédagogie, intègrent sa pédagogie, mais ne la structurent pas comme, par exemple, les jeux Montessori, qui sont... On ne peut pas enlever un des jeux Montessori, on doit les suivre absolument dans une logique. Là, il y a un côté aussi quand même jeu
Et c'est pas simplement que test. Voilà. Alors là, j'en ai plusieurs, mais c'était pour aller un peu plus vite, parce que je vois que ça tourne quand même. Donc ici, en 1921, on a donc une deuxième étape dans cette réforme de l'enseignement. C'est ce qui s'appelle justement un texte qui s'appelle « Vers l'école rénovée ». Pareil, les dates peuvent nous apparaître un peu étonnantes aujourd'hui, 1908, 1921, bon. Mais pour la ville de Bruxelles, c'est les moments clés à chaque fois de redéfinition des programmes. Donc en 1921, là, il écrit un texte fort qui s'appelle « Vers l'école rénovée ». Un texte, là, j'ai pris un des éléments, mais souvent c'est des tableaux. C'est-à-dire que là, c'est une proposition claire pour que la ville de Bruxelles puisse établir un nouveau programme. Toby Juncker est dessus, mais c'est lui qui va essayer de diffuser. Ça sera encore une fois un échec, c'est-à-dire que ce programme ne sera pas mis en place. Mais on s'aperçoit bien dans le début, ce qui est noté, parmi les problèmes d'après-guerre, il y en a qu'un qui semble présenter un regain d'intérêt, c'est celui qui se rapporte à l'éducation de la jeunesse. Là aussi, on voit bien l'idée, c'est l'éducation de la jeunesse, c'est-à-dire qu'à chaque fois, l'idée de l'école rénovée, rien que le titre nous donne un élément, c'est une volonté complète de repenser véritablement l'éducation avec les éléments que l'on a vus de la pédagogie de Crowley. C'est à la fois la volonté de mettre les centres d'intérêt et non pas les disciplines en place, de penser la globalisation, c'est-à-dire de penser aussi de déstructurer véritablement ces disciplines, et puis aussi avec une démarche, la démarche scientifique qui est celle d'observer, ici, d'associer et puis d'exprimer, qui est développée dans ce programme. Donc le programme de 1921 essaye vraiment de se dire, de faire du concret. L'échec de ce programme, quelque part, puisqu'il restera que celui des écoles de Crowley, va faire penser à De Crowley qu'il y a des résistances très fortes, bon, il le voyait bien, mais enfin en tout cas là c'est clair, et donc à partir de 1922, 23, 24, il va faire ce qui s'appelle des causeries, où il ira, et d'ailleurs si vous avez... C'était un peu vite, mais en tout cas dans la chronologie que j'ai donnée de Crowley, on voyait qu'à partir de 1922, il intégrait en réalité les cours de pédagogie des écoles normales. Il se dit que c'est les enseignants qu'il faut cibler. Et donc il va faire des causeries pour les enseignants, notamment les causeries d'Anderlecht, où il s'intéressera aux enseignants qui viendront l'écouter. Et là, c'est à la fois aussi un élément d'épuisement pour lui. Il fera énormément de causeries pour essayer de montrer l'intérêt de cette pédagogie, de montrer en tout cas aussi la nouveauté qu'apporte l'éducation nouvelle, et en pensant que c'est finalement la digue qui doit casser pour justement le succès d'un programme, c'est justement que les enseignants captent ces idées et puissent les incorporer dans leurs préoccupations. Et donc on voit bien que là aussi on a une clé, on est en 1921, l'entre-deux-guerres, après la Première Guerre mondiale, il y a l'éducation nouvelle qu'on a vue la dernière fois, a le vent en poupe, c'est vrai qu'il espère beaucoup, il y a une grande espérance et un grand espoir dans cette logique. Autre élément, bien sûr, pour comprendre cette réforme, c'est qu'il faut aussi un livre finalement de synthèse. Et finalement, le livre de synthèse ne viendra pas de Crowley, mais viendra à partir de 1922 d'Amélie Hamed. C'est un texte très particulier puisqu'il relate dans la première partie son expérience d'enseignante, mais dans la deuxième partie, elle diffuse finalement par cet ouvrage les clés de ce qu'est la pédagogie de Crowley. C'est un ouvrage qui est au départ un mémoire de fin d'études universitaire. De Crowley est dans le jury d'ailleurs. Donc ici, il observe bien ce genre de choses. Et ce texte va être un peu, entre guillemets, la Bible, c'est-à-dire de reprendre certains éléments, de voir. Il y a des choses très concrètes, il y a des choses qui ont vieilli, d'autres qui ont moins vieilli, mais on voit bien les invariants de la pédagogie de Crowley qui se retrouvent. Et donc c'est un moyen, bien sûr, de diffusion très fort. Ensuite, l'autre élément qui reflète un peu, et c'est pour ça que je me disais qu'en voyant le temps, j'étais sûr comme ça un peu de comprendre certains éléments, c'est de percevoir qu'ici, dans cette diffusion de Crowley, là, ce fléchage, j'essaye de vous montrer, c'est toutes les associations qui se retrouvent par rapport à lui. C'est-à-dire que si vous regardez, vous avez à la fois, bien sûr, des écoles qui se retrouvent, mais vous avez aussi des associations, notamment les congrès internationaux de psychologie. Il en a manqué très peu, finalement, on s'aperçoit. Et surtout, ces congrès, à l'époque, ce n'est pas des congrès pour se faire voir, c'est souvent des congrès vraiment de travail. Et donc, on voit beaucoup de réflexions en amont.
est vraiment le lieu où ils se retrouvent. Et on s'aperçoit là d'un lien très très fort avec De Crowley. C'est une véritable nébuleuse là qui se retrouve. Et si vous observez, bien, il y a aussi des journaux, et notamment le journal de neurologie, une revue importante pour les médecins belges de l'époque, de très haut niveau, et où il écrit à peu près constamment, hein, une fois par mois, un petit article sur l'ensemble. Notamment au début de sa carrière, après il aura un peu plus de mal, mais on voit par sa présence en tout cas à tout ce qui était une sorte de causerie, encore une fois par mois, et il est la plupart du temps présent. Et donc vous avez ici, hein, en plaçant ça, ça montre un peu l'envergure aussi de cette volonté de Crowley d'essayer d'asseoir hein, et on comprend aussi d'ailleurs ces moments de fatigue, parce qu'effectivement quand on voit son agenda et quand on voit déjà l'ensemble de ces associations, on se dit qu'il pourrait y être présent. Bon, il y a des liens où il est moins présent. La Ligue de l'enseignement, il est un peu moins présent parce qu'il y a l'émargement, donc on sait hein, s'il est présent ou pas, il a l'air moins présent. Mais dans la Ligue internationale de l'éducation nouvelle, il le sera de tous les congrès qui se retrouvent tous les 2 ans et il n'est pas des moindres. Et donc à chaque fois, il est celui qui dirige une délégation hein, belge dans ces ligues. Donc cet ensemble nous montre, je répète, cette volonté ici d'une sorte de nébuleuse hein, concrètement qui est mise. Et ce que j'ai essayé de faire, je vais essayer de vous dire, vous allez me dire après si c'est clair, mais ici c'est à la fois... J'ai mis les associations et puis la plupart des collaborateurs qu'on a cités tout à l'heure. Donc ils sont d'un côté ici, vous les retrouvez, et puis vous avez ces associations. Et si on s'amuse, ce n'était pas toujours drôle à faire, mais en tout cas à mettre ces collaborateurs présents dans les associations, qu'est-ce que vous vous rendez compte ? Eh bien d'un tissage extrêmement fort. C'est-à-dire que tous ces gens ne se retrouvent pas simplement dans une association. Ce qui veut dire que quand De Crowley va à la Société belge d'eugénisme, il retrouve une bonne partie de ses collaborateurs. À la Ligue belge de l'éducation nouvelle, pareil. Au journal de neurologie, évidemment, les médecins. Quand ils se retrouvent à l'Institut, etc., etc. Et ce maillage, ici, très fort, est une représentation forte d'une pédagogie. On s'aperçoit là, ici, que vous avez une personnalité. Et là, quand on dit une personnalité charismatique, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il est le pivot, véritablement. Mais il y a un nombre de collaborateurs qui tissent des liens très forts avec des associations très disparates, mais qui, si vous regardez l'ensemble, a une vision de l'éducation extrêmement large, extrêmement forte pour reprendre cet ensemble. Donc ce maillage ici est un élément, à mon avis, clé pour essayer d'observer certains éléments, en tout cas, de compréhension. Et puis ensuite, bien sûr, toujours dans cette diffusion, je m'attarde un petit peu quand même sur la Ligue internationale de l'éducation. C'est évidemment un moment clé, j'en ai parlé un peu plus longuement la dernière fois, mais là je vais en reparler. Il est présent, il est cofondateur de cette Ligue internationale de l'éducation nouvelle, où à Calais en 1921, donc qui va aller plusieurs jours, vous voyez quand même la durée, hein, c'est-à-dire du 30 juillet au 12 août, De Crowley il restera que 3-4 jours, mais ça veut dire que les pédagogues européens, ils sont une centaine quand même à se retrouver, vont créer au moment de ce congrès de Calais la Ligue internationale de l'éducation nouvelle. Et quand j'ai parlé la semaine dernière justement des différents courants qui avaient constitué cette éducation nouvelle, j'avais beaucoup parlé du courant théosophique, moins connu finalement. On se retrouve avec un élément assez fondamental. De Crowley n'est pas théosophe, mais en tout cas, il était très très proche d'Elisabeth Carter, qui est théosophe importante justement belge, et on s'aperçoit de ça parce que ensemble, et notamment avant 1921, ils vont faire plusieurs planches maçonniques au sein du droit humain qui s'intéresseront à l'éducation. Et donc ça, c'est un élément qui est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il synthétise aussi au sein de la Belgique des courants, lui n'étant pas, mais en tout cas des courants ici qui vont s'intéresser à l'éducation avec des axes très très forts. Elisabeth Carter, je répète, est ici a un rôle important dans la préparation de Calais, et on s'aperçoit que justement dans le 4 août, on a De Crowley et Ahmed qui se retrouvent à faire 2 éléments. Vous voyez que tous les deux, leur sujet est une expérience de programme primaire avec l'activité personnelle de l'enfant, un sujet qui en vérité deviendra un chapitre de la méthode de Crowley par Amélie Ahmed. Donc ici, dans cet ensemble très fort, on voit le lien, et vous voyez aussi d'ailleurs le titre qu'on lui donne en 1921, un directeur de l'Institut à Uccle et de l'école, c'est-à-dire c'est
et le etc. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a énormément de choses qui sont faites avec lui. Il est le représentant à ce moment-là belge, justement, de l'éducation nouvelle au niveau international. Là, je n'ai pas remis, mais dans le PowerPoint de la semaine dernière, j'avais bien montré aussi qu'il était co-directeur aussi de Pour l'ère nouvelle, qui est la revue de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle. Et donc ici, à travers cette logique ici de l'éducation nouvelle au point de vue international, on voit que De Crowley acquiert aussi un aura et une vision beaucoup plus large. L'ensemble justement des participants au dernier congrès en 1932, où il n'ira pas, qui est celui de Nice, dans le premier jour décide d'écrire une lettre, puisqu'il est extrêmement fatigué à ce moment-là, il va décéder un mois après, et donc écrivent tous ensemble justement une pétition pour lui souhaiter un prompt rétablissement, et on voit justement tous les noms des pédagogues de l'époque, que ça soit de Freinet justement à Claparède. Donc ici, une envergure ici qui est un peu à repérer, en tout cas, qui me semble. Alors là, j'ai pris la photo un peu classique qu'on retrouve des congrès d'éducation nouvelle, où vous avez donc De Crowley qui se retrouve du côté gauche, ensuite Pierre Beauvais qui est le Suisse, vous avez Béatrice Ensor, ensuite vous avez Claparède, vous avez Paul Guéhed qu'on a vu, et puis le dernier, je ne sais plus qui c'est le dessus. Bon. Et vous avez, ils sont beaucoup barbus évidemment à l'époque, vous avez remarqué, mais ici ces congrès ici d'éducation nouvelle sont des moments aussi où on s'aperçoit des inflexions aussi des pédagogies. Et notamment à partir de là, ce congrès de 1925, on s'aperçoit que De Crowley a des liens extrêmement étroits avec l'ensemble des psychologues, et notamment Claparède, et puis ensuite avec Henri Pierron. Et donc ces trois individus nous amènent justement à un autre élément que j'ai essayé de voir, de compréhension de sa pédagogie, c'est que là aussi je me suis amusé à cartographier l'ensemble de ses correspondants. C'est-à-dire qu'en regardant sa correspondance, vous avez donc la pléthore et encore la correspondance de De Crowley qui est conservée est relativement réduite par rapport à d'autres psychologues, mais elle nous donne quand même une image extrêmement forte, c'est-à-dire que si on la classe ici, j'ai essayé de la classer géographiquement, et vous apercevez que donc il y a un pool, on va dire belge, qui se retrouve ici sur l'ensemble à gauche. Vous avez ensuite un pôle français, véritablement ici, avec beaucoup d'ailleurs plus d'éditeurs que de chercheurs. Un pôle américain ici qui est donné, anglais, anglo-saxon, etc. Et puis un pôle hispanique au sens très large. Tout ça nous donne beaucoup d'éléments. Et après, des pôles un peu plus réduits, ici, Suisse, etc. Bon. Mais enfin, quelque part, même si on regarde le pôle suisse qui est un peu plus réduit, vous avez quand même l'ensemble des penseurs suisses de l'époque. Donc on s'aperçoit que peu de gens échappent véritablement à cette attraction qu'il a de réflexion ici au niveau international. Ça, c'est une des grandes forces ici dans la deuxième partie de la carrière de Crowley, c'est d'être vraiment le représentant ici, et les dialogues de cette correspondance nous montrent bien là ici des échanges extrêmement fournis avec notamment le pôle suisse, mais aussi avec le pôle hispanique, ici où on verra justement l'aura presque quelque part de Crowley ici avec le monde hispanique et avec le monde espagnol et d'Amérique latine aussi, qui sera très intéressé justement par sa pédagogie pour pouvoir la développer dans les différents pays. Donc ici, cette correspondance, ça peut apparaître un petit peu anecdotique, c'est souvent un outil assez intéressant pour repérer l'impact d'une personnalité. Il ne s'agit pas simplement de dire qu'il a un impact, mais de voir en tout cas que quand on a besoin de quelque chose, d'un représentant, c'est De Crowley à qui on s'adresse. Et donc là, ça donne un élément important, notamment par rapport à l'autre pédagogue belge qui est Alexis Leuss, qui, je le répète, ne participera pas à cette vision ici internationale. Autre élément, parce que je pourrais les multiplier, mais le but n'est pas de multiplier pour multiplier, mais c'est d'essayer de comprendre aussi que, notamment à travers la presse française, et là je m'étais intéressé à essayer de voir tous les articles qui s'intéressaient à De Crowley dans les années 20 et 30, on s'aperçoit là de ce qu'à un moment j'ai appelé la De Crowley mania, c'est-à-dire qu'effectivement
c'était de bon ton de parler d'évolution. Et vous avez un article de Crowley dans Rustica, bon, qui, vous avez compris, ce n'est pas spécialement une spécialité de l'éducation. Vous en avez dans l'ancêtre de Elle, etc. Et donc on voyait bien qu'il y avait cette idée d'une pédagogie qui était à la fois ouverte, révolutionnaire, mais qui était connue ici, au-delà des frontières de la Belgique et au-delà même d'ailleurs des frontières francophones. La difficulté, évidemment, c'est ensuite, pour continuer, c'est de comprendre ensuite comment une pédagogie non simplement peut se diffuser, mais doit se pérenniser. Et c'est là la grande difficulté ici de Crowley, c'est que quand on voit sa correspondance ici, encore une fois, j'ai essayé de la mettre en place avec d'autres psychologues qui sont connus, Henri Pierron, Claparède et puis Binet. Quand vous regardez ça, vous voyez bien que là, il y a vraiment un lien entre eux, qui est extrêmement fort ici, entre les trois personnes. C'est là d'ailleurs que vous voyez que Binet, finalement, est un peu à part, contrairement à ce qu'on peut dire, et que notamment ceux qui travaillent sur Binet, on a l'impression qu'il est toujours au cœur de tout, mais on s'aperçoit que notamment du point de vue de la psychologie, bon, il faut dire qu'il décède quand même en 1911, donc ce n'est pas tout à fait la même génération, mais on s'aperçoit que ici, ces trois psychologues vont beaucoup ici travailler ensemble. Or, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que à un moment, de Crowley va beaucoup travailler avec les psychologues, dont va beaucoup travailler la recherche, mais ne va pas tellement s'intéresser à la suite de son école. Et c'est là où il y a une difficulté, j'avais amené ça la semaine dernière, c'est la difficulté des pédagogies d'éducation nouvelle, c'est de se pérenniser au-delà du décès du fondateur. Et il était clair que de Crowley n'a pas vraiment préparé sa succession, et donc à son décès impromptu en 1932, un élément complexe se fait de pérenniser, de comprendre en réalité sa pédagogie et d'essayer de voir comment se poursuit véritablement sa pédagogie. Et là, on a véritablement aussi un élément complexe, c'est-à-dire qu'Amélie Hamed va reprendre donc l'ensemble des fonctions de Crowley, mais elle va aussi, à partir de 1934, créer sa propre école, à côté, en tout cas, de l'école de Crowley, à partir d'un conflit qui est à la fois, comme d'habitude, très compliqué, parce qu'à la fois personnel, mais aussi professionnel avec d'autres enseignants. Et donc, ça rend toujours plus complexe ce genre de choses quand c'est l'affectif qui joue. Et là aussi, la correspondance avec Henri Pierron est assez intéressante, puisqu'on s'aperçoit du côté affectif très fort et de la peine, finalement, de chacun de ce conflit qui n'est pas toujours bien compris. Et on s'aperçoit aussi de la complexité, aussi de comprendre qu'au-delà d'un personnage, quel qu'il soit, pérenniser une pédagogie est assez complexe. Le deuxième élément aussi qui va m'amener justement un peu à ma conclusion ici, donc comme ça on va pouvoir un petit peu parler, c'est ce que je voulais un petit peu prendre ce temps, et c'est pour ça que j'ai un peu accéléré à la fin, c'est qu'on se rend compte qu'à partir de son décès, la pédagogie de Crowley continue à se maintenir, et notamment avec une victoire, entre guillemets, un peu post-mortem, qui est le plan d'études de 1936. Et là, on a un élément assez fort. En 1936, se crée donc ce plan d'études de l'enseignement primaire belge, où on retrouve l'ensemble des idées ici de cette pédagogie. À la fois, les centres d'intérêt sont mis en avant, la démarche aussi scientifique proposée, en tout cas par de Crowley, est à l'ensemble. Les fondateurs même de ce plan d'études se réfèrent à de Crowley. Ils ne se réfèrent pas dans le texte, et d'ailleurs c'est assez intéressant, ce qui prouve que mettre son nom pouvait poser problème quand même, mais par contre on retrouve ses idées. Et donc on voit bien que ce plan a une importance ici dans ce contexte, puisque 1936, ce n'est pas vraiment une très bonne année pour penser aussi l'éducation, puisque ce plan ne sera pas mis en place avant 1945, et qu'en 1945, les priorités sont totalement différentes, et on s'aperçoit donc du côté un peu morné de ce plan. Tout ça nous amène justement un peu à la conclusion, pour essayer de voir ensemble certains éléments. On s'aperçoit donc que comprendre une pédagogie d'éducation nouvelle, à mon avis, c'est s'intéresser bien sûr à son fondateur, mais s'intéresser aussi à travers sa personne, à tous ses collaborateurs, à toute cette façon de fonctionner qui est à mettre en place ici dans une pédagogie, et qui nous montre bien ici qu'avec cet exemple de Crowley est assez fort par rapport à d'autres pédagogues d'éducation nouvelle, c'est qu'on a une réflexion globale sur l'enfant.
On s'aperçoit que beaucoup de pédagogues vont d'abord s'intéresser, vont cibler d'abord leur pensée sur un axe de réflexion. On s'aperçoit que pour De Crowley, c'est une vision nouvelle de l'enfant, et à partir de cette vision nouvelle, d'amener des fils directeurs, des principes directeurs, ici, plus que finalement des points d'appui. C'est sa grande différence avec Maria Montessori. On pourrait comparer certaines fois, on s'aperçoit que c'est finalement deux tactiques très très différentes. Montessori a vraiment pensé des éléments précis de sa pédagogie. Elle a pensé immédiatement à former aussi beaucoup de gens. Elle a formé aussi au niveau international. Elle a immédiatement pensé que cette volonté de créer une école et de créer des pratiques pédagogiques devait aussi être véhiculée par des enseignants en leur apprenant, ce qui fait qu'évidemment, c'est une démarche totalement différente. Avec De Crowley, on a la personnalité d'un individu, mais on a derrière, et c'est là où on a vraiment, à mon avis, à la fois la force, et vous allez voir un peu, à mon avis, en conclusion, la faiblesse de la pédagogie de Crowley, c'est qu'on a une démarche très forte, on a des centres d'intérêt, ce qui est par une logique importante, on a la globalisation, on a un autre regard sur la relation pédagogique entre un enseignant et un élève, et puis on a aussi des notions importantes d'intérêt, de besoin, qui sont mis en place. Bref, un ensemble extrêmement cohérent ici, qui illustre évidemment une force, évidemment très importante, mais aussi une faiblesse. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on s'aperçoit de la difficulté à faire comprendre finalement à l'extérieur et à diffuser cette pédagogie. On comprend bien les axes, mais ensuite comment les mettre en place, et on s'aperçoit de la difficulté d'une formation, ici à la pédagogie de Crowley, au-delà de principes directeurs. Ce qui est intéressant à mon avis aussi, c'est de voir que quand on parle de la pédagogie de Crowley, la plupart des chercheurs en sciences de l'éducation ou en histoire de l'éducation estiment que c'est à la fois le plus révolutionnaire, mais c'est aussi le plus transposable. Ces principes permettent de transposer facilement quelque part la pédagogie de Crowley. Et là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand Miot-Vallotton, qui dirigeait l'école de Crowley, s'est mis en tête justement d'aller dans une école classique française en disant « je vais vous montrer comment on peut faire transposer ». Elle a estimé avoir réussi et donc elle montrait le côté transposable. La difficulté, vous l'avez compris, c'est que à la fois c'est donc extrêmement révolutionnaire dans ses principes, mais aussi ça veut dire que ça transforme fondamentalement et profondément le système éducatif, et donc ça amène des résistances extrêmement fortes aussi. Et il est évident qu'à chaque fois, l'ambiguïté d'une telle pédagogie, c'est de savoir si on doit être à l'intérieur ou à l'extérieur du système, et c'est une question qui reste de toute façon celle de toutes les pédagogies d'éducation nouvelles. Voilà, je vous remercie.